Vous écoutez Procrastination, saison 10, épisode 3, les thèmes dans la fiction. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Fay et Lionel Delous. Il a fallu 10 saisons pour arriver à la question du thème, mais je pense qu'on a à peu près couvert les bases. Vous trouvez un peu en ligne un petit peu toutes les opinions possibles sur la question du thème. Certains conseils vous disent il faut en avoir un, vous devez rentrer dans l'écriture en ayant le thème de base et savoir quoi faire. D'autres vous disent l'histoire compte avant toute chose. C'est pas important, ça apparaîtra si ça doit apparaître et sinon tant pis. Un thème globalement, c'est très simple, c'est un sujet, une idée, un discours qu'on développe dans son texte. À titre personnel, de façon très basique, je pense que c'est forcément présent quoi qu'on fasse, puisque de toute façon une histoire va porter des personnages à une certaine progression dramatique, donc à partir de là, au sens le plus large, il y aura forcément même pas un seul, des thèmes. Et je pense aussi de toute façon qu'on n'écrit pas de nulle part, on écrit forcément de la position d'où on est, que ce soit conscientisé ou pas. Donc à la rigueur, si c'est pas conscientisé, autant le conscientiser pour que le thème devienne quelque chose dont on est conscient et pas dont on peut devenir esclave. Parce que je pense que quand on croit ne pas en avoir ou quand on dit qu'on n'en a pas, soit c'est qu'on l'admet pas, soit c'est l'inconscient qui fait le travail et à ce moment-là, potentiellement, il peut aussi arriver des problèmes comme des préjugés, des représentations inconscientes, etc. Mais le thème, c'est plutôt une bonne chose puisque ça peut faire arriver une cohérence de traitement. De toute façon, alors à titre personnel, je pense qu'on peut arriver dans l'écriture avec un thème ou le laisser émerger. Je pense qu'il faut s'en emparer au bout d'un moment. Mais même quand on arrive avec un thème prédéfini en se disant j'ai envie de parler de telle ou telle chose et je vais le porter de telle et telle manière, il y a toujours les préoccupations inconscientes qui vont percoler à travers le travail, même si on est très architecte. Et il y a une deuxième couche qui va émerger de toute façon et qui va montrer les préoccupations inconscientes ou la lentille à travers lequel on va traiter ces thèmes-là. Donc déjà, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous approchez votre écriture avec un ou des thèmes précis ? Est-ce que vous pensez que l'inconscient révèle forcément d'autres choses ou pas ? Ou est-ce que tout ça est contrôlable ? Et est-ce que, à votre avis, il y a une force narrative ? Est-ce que ça sert véritablement à un récit de partir avec des thèmes clairement identifiés ? Ou bien c'est une dimension qui est orthogonale quelque part à l'efficacité narrative, que la force thématique n'est pas forcément directement corrélée avec la force narrative ? À titre personnel, le thème... Moi, j'ai déjà parlé de mon processus d'écriture qui est que j'ai besoin d'avoir tous les éléments avant de me lancer. Et je m'aperçois que souvent, ce qui fait que je vais rester coincée sur un début d'idée avec des personnages, des situations, des images, mais que je ne peux pas encore commencer à vraiment entrer dans le dur du sujet, c'est souvent que le thème qui va être le liant n'a pas encore complètement émergé. C'est assez rare que je parte du thème qui va être vraiment le thème de l'histoire. Ça, souvent, c'est quelque chose qui arrive en cours de route. Et c'est quelque chose que je perçois vraiment comme le liant. Sinon, on est un peu comme dans une histoire comme on raconterait les enfants. C'est d'abord il y a ça, et puis ensuite il y a ça, et puis ensuite il y a ça. Pour moi, le thème, c'est un peu le fil conducteur, quelque chose qui va donner une direction au texte. Et il peut d'ailleurs tout à fait y en avoir plusieurs pour répondre à ta question, Lionel. C'est-à-dire, mais je vais prendre un exemple d'un film que j'ai vu hier, par exemple, qui m'a énormément marqué sur le développement des thèmes. Donc c'est un film d'horreur qui s'appelle Bring Her Back, qui vient de sortir au moment où on enregistre, et qui est donc l'histoire de deux orphelins qui sont placés en famille d'accueil, famille dans laquelle il se passe des choses assez étranges. On a un thème immédiat qui est le deuil. C'est présenté très très tôt dans le film que le film va parler de deuil. On commence d'ailleurs quasiment par la mort du père des enfants. Enfin voilà, on se doute que la mort, le deuil vont être au cœur du sujet. Et on a quelque chose dont on ne sait pas au départ si c'est juste un artifice narratif, c'est que la jeune fille est aveugle. Et dans un film fantastique, on place une jeune fille qui est aveugle, ça veut dire que si on met cette jeune fille dans une situation de danger, par exemple, on peut la placer dans une pièce où elle ne verra pas l'issue si elle ne connaît pas la pièce, ou des choses comme ça. On peut s'imaginer que ça la place dans une vulnérabilité beaucoup plus grande face à des situations de danger. Donc on se dit, tiens, ça va probablement être utilisé de cette manière. Et puis il y a un moment du film où c'est jamais explicité, ça nous est jamais jeté à la gueule, et ça m'est peut-être plus venu après en y repensant. Je me suis dit tiens, c'est intéressant, il y a tout un discours sur
pas tant le non-dit que ce qui est vu ou non vu. Et il se trouve que cette jeune fille qui est aveugle, il y a des choses qu'elle ne sait pas, des choses qu'elle n'a métaphoriquement pas vues, parce qu'elle n'a pas connu une situation de la même manière que son frère. Et il y a un moment où c'est d'une manière extrêmement forte, mais on ne se rend pas forcément compte sur le moment, il y a aussi un discours sur lui choisit ce qu'il lui montre, mais il y a aussi des choses que lui a vues et qu'elle n'a pas vues. Et les deux entrent en résonance très très fort, alors que ça n'est à aucun moment formulé. J'ai trouvé ça extrêmement fort. Et pour moi, ça c'est un bon exemple d'un film qui part avec un thème de départ, évident, qui va traiter en le poussant très loin, le thème du deuil. Mais il y a aussi cet autre thème qui émerge petit à petit, et qui fait que je sors de là en n'arrêtant pas d'y repenser, en me disant « Waouh, là j'ai vu quelque chose qui est super bien écrit ». C'est-à-dire qu'il tient à la fois sa promesse de départ, mais en plus il m'a amené un autre discours, et il l'amenait de manière très subtile. Je peux ne pas le voir, ce thème, mais il est là. Et c'est ce thème qui fait que j'arrête pas d'y repenser. Sur cette question des thèmes, en fait, pour moi, on peut le voir de 3 façons. Je peux le voir en tant qu'autrice, en tant que lectrice et en tant que ex-étudiante en lettres, on va dire. C'est-à-dire en tant qu'autrice, j'en ai déjà un peu parlé, donc je vais pas m'appesantir beaucoup là-dessus. Grosso modo, j'ai déjà parlé de comment avoir un fil rouge. Ça pouvait aider à tenir le long de l'écriture d'un livre, avoir une cohérence forte. Après, ce fil rouge, c'est pas forcément un thème, ça peut être une envie, ça peut être, par exemple, l'un des fils rouges dans Éclat de givre, c'était écrire du post-apo pas glauque. C'était l'envie de base. C'est pas vraiment un thème, mais voilà. Après, j'en ai parlé aussi, notamment sur quand l'écriture va là où ça fait mal. Il y a les thèmes qu'on découvre pendant qu'on écrit le livre. Voire l'un de mes petits favoris, les thèmes qu'on découvre des années après avoir écrit le livre. Ça m'est déjà arrivé, c'est vrai. Voilà, je sais pas si ça vous arrive à vous, mais par moments, en fait, c'est des années après, et c'est des lecteurs ou des amis qui vous les font remarquer, qui disent, ou même c'est quand on relit ce qu'on a écrit, ah ouais, mais en fait, je parlais de ça tout du long. Oupsie. Absolument. Voilà. Voilà, d'accord. Après, il y a en tant que lecteur, que lectrice, les thèmes qu'on saisit dans les livres, soit parce qu'effectivement les auteurs les ont mis en avant de manière très nette, soit aussi parce que mine de rien c'est des thèmes sous-jacents, mais qui vont nous parler très fort ou qui vont résonner avec l'époque actuelle. Et là, c'est là que je prends aussi un peu ma casquette d'ex-étudiante en lettres et tout ça. Et aussi, quand on est dans les littératures du passé, et j'espère très fort que ça va parvenir, mais voilà, faut faire gaffe. Il y a aussi les thèmes, mine de rien, que les auteurs et les autrices pouvaient aborder ouvertement. Et ceux qui étaient sous-jacents dans leurs livres. Et là, par exemple, voilà, je vais reparler de mon chouchou, la littérature gothique, mais il n'y a pas que ça. Mais c'est par exemple comment la littérature gothique, c'était donc des jeunes femmes qui se font enlever, qui vont dans des aventures atroces, etc. Et quelque part, on pouvait dire que le thème, c'était un peu, ouais, quand même, faites attention, jeunes femmes, le monde est cruel. Sauf qu'en fait, sous-jacent, il y a justement des femmes fortes, il y a des persos queer codés, il y a tous ces thèmes-là qui arrivent et qui peuvent pas être ouvertement là. Après, est-ce que les auteurs ou les autrices pensaient clairement que là ils mettaient des thèmes en contrebande, ou est-ce que c'était juste quelque chose qui venait dans l'écriture? On peut pas le savoir beaucoup vu les ressources qu'on a aujourd'hui, mais en tout cas voilà, il y a aussi les thèmes qui étaient mis ouvertement dans les romans, qu'on pouvait mettre ouvertement dans les romans, et ceux qu'on faisait passer en contrebande, voire aussi ceux qui quelque part peut-être échapper aux auteurs, parce que nous aussi on sait qu'on a des thèmes qui nous échappent, et par moments il y a des lecteurs, des lectrices qui nous font remarquer qu'on met des thèmes dans nos livres, et ouais, en fait c'est vrai et on l'a pas vu, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a un peu une sorte d'hubris énorme à vouloir maîtriser tous les thèmes qu'on met dans ces romans, sauf que si on maîtrisait tout, on ferait de la philo, quoi. Après, réfléchir sur les thèmes de ces romans, par contre, me semble important pour pousser plus loin, justement, donc nos histoires. Et pour, mine de rien, être conscient de ce qu'on met aussi. Et là, c'est pareil, se méfier par moments des comparaisons avec le passé. Parce qu'il y a des thèmes qui étaient abordés d'une certaine manière à une époque, parce qu'ils ne pouvaient pas être abordés autrement, qu'on ne peut pas aborder de la même manière aujourd'hui. Et je pense qu'on va en parler dans un prochain épisode. Mais clairement, par exemple, pourtant, j'adore Conrad, j'adore Heart of Darkness, donc Au cœur des ténèbres. Mais maintenant, Heart of Darkness aussi, mine de rien, au centre, il y a une vision de l'Afrique et une vision quand même hyper colonialiste du monde, même si l'auteur essaye de la critiquer. Et quand même, elle est là parce qu'elle est tellement
importante à l'époque qu'elle bouffe à la fin de tout le livre. Et parce que, grosso modo, si l'homme blanc devient fou, c'est qu'il y a quelque chose. C'est pas l'homme blanc qui est un gros massacreur. C'est qu'il y a quand même quelque chose dans ce monde africain qui fait aussi qu'il devient fou. Et ça, par contre, c'est une vision méga colonialiste qui est à déconstruire aujourd'hui, mais même dans Amok, quoi, de Zweig et tout ça, alors que Zweig essaye vraiment de bien faire le boulot, mais il y a parfois des choses qui échappent. Et ça veut pas dire que c'est des mauvais auteurs, ça veut pas dire que c'est des mauvais livres, ça veut pas dire qu'il faut tous les canceller, tout ça. Ça veut juste dire qu'aussi, sur les thèmes des livres, il faut avoir un regard critique. En tant que lecteur, en tant que lectrice, et a fortiori quand on est auteur ou quand on est autrice, pour pas dire, ce truc-là qui est super cool dans Au cœur des ténèbres, qui est super cool dans Amok, je vais le mettre dans mon livre. Ouais, mais en fait, aujourd'hui, on a fait avancer la réflexion. Et là, vous pouvez plus dire que vous êtes aveugle à ce que ça signifie. Donc voilà. Donc en gros, sur les thèmes, il y a une réflexion que je pense qu'on doit avoir a fortiori quand on prend des choses quand même un peu lourdes, un peu chargées, quoi. Et en même temps, on sait qu'il y a des choses qui vont nous échapper. Et même, c'est cool qu'il y ait des choses qui nous échappent aussi, parce que, je sais pas pour vous, mais moi, quand j'écris, je pose des questions. Plutôt, avec mon écriture, je vais chercher des réponses que je sais que je peux entièrement trouver, en tout cas consciemment. Et donc, c'est aussi ça, l'écriture. C'est ma manière de réfléchir sur le monde. C'est ma manière de réfléchir sur les thèmes que j'aborde. Et mine de rien, en réfléchissant dessus, peut-être que finalement, le sujet du livre n'était pas celui qui semblait être au départ. Je pense que le thème, un des thèmes sortent toujours, même si on va dans une écriture avec une intention. Je suis un grand partisan de laisser l'inconscient travailler, en fait, de laisser l'inconscient dire ce qu'il a à dire de la manière dont il a à le dire. D'où aussi la raison pour laquelle je suis très protecteur avec le premier jet, parce que des fois il peut sortir des trucs dont on n'est pas forcément fier, où on tente des choses, on expérimente. Mais c'est pour ça aussi que l'écriture n'est pas un art de représentation. On reprend et à ce moment-là on évalue ce que ça raconte, mais de façon un peu plus solaire. Laisser l'inconscient travailler fait aussi émerger potentiellement les véritables préoccupations, et ces véritables préoccupations qui sont pas forcément très apparentes, mais ça va être dans un traitement, dans un angle de traitement. Alors à ce moment-là, il va y avoir des choses potentiellement très vraies, très puissantes qui peuvent sortir, et c'est à la fois important dans l'exploration des réponses aux questions qu'on se pose, comme tu dis Estelle. Je trouve que c'est aussi de la puissance narrative, parce que c'est là où il y a des choses que, effectivement, comme tu le dis aussi, notre inconscient souvent comprend des trucs bien avant nous, parfois avec des années d'avance, et du coup, ça fait une bonne histoire. Et je trouve aussi, donc de façon purement basse, purement mercantile presque, mais aussi, je trouve que c'est un des grands plaisirs et une des grandes puissances de l'écriture. Et pour tout architecte que je suis, moi j'adore jouer avec ça, c'est-à-dire que fréquemment je sais que mon inconscient me sert des trucs que je suis trop bête pour comprendre. Mais mon boulot, ça va être ensuite de faire un boulot très pédestre d'analyse et de compréhension, en me disant mais pourquoi est-ce que je vois ça comme ça ? Enfin, pourquoi est-ce que quelque chose m'a été servi comme ça, parce que visiblement ça a du sens, mais je sais pas encore. Il faut continuer à faire le chemin, et ça va émerger derrière. Je sais depuis, par exemple, presque 10 ans, que je sais que le tome 5 des Dieux Sauvages s'appellera La Succession des Âges. Je sais qu'il y a 2 sens qui sont cachés dedans, et en réalité, Merian m'a donné la véritable signification du sens de cette expression à la moitié du tome 5, dans tout un discours qu'elle s'est mise à faire. Et j'ai fait, oh la vache, c'est ça que ça veut dire. J'aurais probablement jamais pu conscientiser ça tout seul, en fait, quelque part. Alors je dis tout seul parce que je suis tout seul devant mon écran, mais visiblement il y a quelque chose d'autre qui est à l'œuvre, qui est l'inconscient, qui est je sais pas. Et j'ai failli d'ailleurs commettre un crime littéraire, où j'ai failli, à la base, dans ma toute première version, j'avais sabré ce passage-là en me disant c'est trop chiant, et je me suis dit mais non, en fait c'est super important et c'est toute la chair du bouquin, et si j'enlève ça je tue le truc. Merci, discussion avec ma chère et tendre qui m'a fait voir la lumière et m'a fait remettre le truc là où il fallait qu'il soit. En plus, tout ça pour dire que des fois on écoute son inconscient et on le fait pas et on le sabre. Ne faites pas ça, c'est idiot. Je trouve que dans la dimension et la richesse thématique, c'est un angle d'approche, en tout cas un travail qui peut être intéressant à avoir, qui est de laisser ces choses-là s'exprimer comme elles doivent être, et c'est à la correction qu'on verra ce qu'on en fait et qu'on comprendra peut-être vraiment ce que c'est, en allant justement à ne pas sabrer les bonnes choses qui nous sont servies par l'inconscient et par la narration. 2 petites choses là-dessus, je rebondis sur 2 trucs. Le premier, c'est les discussions avec les gens, mine de rien, pendant qu'on écrit.
Et moi, ça m'aide beaucoup, justement, à cerner ce que je veux faire, notamment au niveau des thèmes et tout. Enfin, c'est très, très important. Et là, on a un exemple parfait de comment ça joue, quoi. Donc, voilà. Et puis, petit truc aussi, donc, petit spoil pour la fin de l'épisode. La fin de l'épisode, c'est une citation de Melville. Et il se trouve qu'en ce moment, je suis en train de relire Moby Dick. Donc voilà, c'est la procrastination, c'est très bien fait, c'est très bien organisé. Ça, c'est grâce à Lionel. Merci, Lionel. Et Moby Dick, c'est souvent utilisé comme l'archétype, en fait, d'un livre qui est porté par une idée, par un thème très fort, qui est donc, voilà, il y a le capitaine, il veut sa baleine. En gros, résumé de Moby Dick, qui j'espère donc ne choquera pas les puristes. Et même, c'est un exemple que ressortent certains éditeurs. Moi, ça m'est arrivé aussi dans mon parcours de regarder, il faut faire comme ça pour que ça fonctionne, il faut avoir un thème très fort et que tout y soit lié, que tout le suive. Et en fait, encore plus en relisant Moby Dick, je vois que moi, tout ce qui m'intéresse aussi énormément, c'est ce qu'il y a autour. Parce qu'en fait, Moby Dick, c'est un pavé et il y a plein de choses qui vivent autour. Et notamment, il y a le personnage du narrateur qui est absolument passionnant. C'est un matelot, mais c'est un porteur d'histoire. Et c'est quelqu'un qui a un rapport aux histoires, à la manière de les raconter, qui a un rapport aux autres, qui est hyper intéressant. Le lien avec donc l'autre personnage, qui est pas le capitaine qui rencontre dès le départ, j'essaie de pas spoiler pour ceux qui n'ont pas lu, est absolument passionnant aussi. Le monde autour, la richesse du monde autour est absolument passionnante. Et les enjeux du monde autour sont passionnants. Et donc, ça se limite pas, entre guillemets, à, voilà, il y a le capitaine, il veut chasser une baleine qui, en plus, donc, rappelez, Lionel, en off, est un cachalot. Non, mais c'est important. Du coup, c'est pas une baleine en français. Et en fait, il y a aussi, comment dire, ce qui va résonner dans l'histoire et qui est pas forcément l'idée qu'on a de l'histoire. Par exemple, comme le rappelait Mélanie au moment où nous enregistrons cet épisode, Luc Besson sort un film sur Dracula dans lequel il voit une grande histoire d'amour parce que lui, il a lu le livre. Comme le rappelle donc Adrien Party, spécialiste de vampires, lisez ses livres, c'est cool. Il n'y a pas d'histoire d'amour dans le livre entre Mina et Dracula, en fait. Voilà, donc c'est pas un thème du livre. Et pourtant, pour beaucoup de gens, c'est maintenant devenu l'une des forces de Dracula. Et comme Moby Dick, c'est un exemple d'efficacité sur sa chasse à la baleine, alors que c'est passionnant pour tout ce qu'il y a autour, en fait. Et très souvent, il y a des exemples dont on va se servir pour dire, regardez, un thème fort, ça porte une histoire, alors que peut-être que les livres sont devenus importants pour autre chose que ça. Et par exemple aussi, sur Moby Dick, vous pouvez lire, si ça vous intéresse, sur comment un livre est reçu par ses lecteurs, pour saluer Melville, parce qu'en fait, c'est Jean Giono qui a beaucoup pris Moby Dick sur son aile, qui était un peu... qui, au départ, à sa sortie, Moby Dick, c'est le roman qui marche pas de Melville, en fait. Faut s'en rappeler. Melville, avant, il a écrit des romans de voyage qui marchaient très bien. Il sort Moby Dick, ça ne marche pas. Ça tue sa carrière. Donc déjà, quand on nous le présente comme un modèle d'efficacité commerciale aujourd'hui, on va un tout petit peu recontextualiser. Et mine de rien, quand Jean Giono écrit Pour saluer Melville, il écrit en quoi Moby Dick, ça lui a parlé à lui. Et vraiment, lui, c'est comment, en fait, on devient l'écrivain qu'on veut devenir. C'est ça qu'il y a dans Pour saluer Melville. Et ça parle autant de Giono, voire plus de Giono que de Melville, mais ça parle de comment un roman résonne pour un lecteur. Et ça, c'est encore différent. Il y a un lien, bien sûr, avec les thèmes qu'on met en tant qu'auteur, mais il y a aussi des différences, il y a aussi, voilà, d'autres choses qui se passent. Donc, quand on vous dit il faut un thème fort pour que ça soit efficace en tant qu'auteur et qu'on vous renvoie un roman dans les cordes en disant non, mais il manque un thème fort pour que ça soit efficace, la preuve Dracula et sa grande histoire d'amour, la preuve Moby Dick et sa chasse à la baleine, vous pouvez prendre du recul par rapport à ça et chercher un autre éditeur. Petite citation pour terminer. Pour produire un livre puissant, il vous faut un thème puissant. Herman Melville. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire.